Au cours de l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway en 1996, Warren Buffett prononce une phrase qui, encore aujourd'hui, résonne comme un principe fondamental pour tout investisseur sérieux. Je cite: Trois entreprises extraordinaires, c'est plus qu'il en faut dans la vie pour très bien réussir. Je peux vous assurer que si je devais investir le capital de ma famille pour les 30 années à venir, je préférerais choisir trois entreprises exceptionnelles plutôt qu'un groupe diversifié de 50 entreprises. Cette phrase, très simple en apparence, transmet une vérité fondamentale. La richesse durable ne se construit pas avec la diversification maximale, mais avec la qualité maximale. Ce que Buffett explique ici est simple mais puissant. La concentration intelligente sur quelques entreprises d'exception vaut mieux que la dispersion dans des dizaines de sociétés moyennes. Et dans son intervention, Warren Buffett nous explique d'ailleurs en fait que trois entreprises vous protègent beaucoup plus des incertitudes économiques et géopolitiques qu'un portefeuille diversifié de 50 entreprises. Avec Charlie Munger, son partenaire d'affaires légendaire, ils ont bâti un empire en restant fidèles à cette philosophie. Investir uniquement dans des entreprises dotées d'un avantage concurrentiel durable, gérées par des dirigeants exemplaires et capables de prospérer pendant plusieurs décennies. Alors dans cette vidéo, j'aimerais essayer de relever un défi. Vous proposez trois entreprises, comme le souligne Warren Buffett, exceptionnelles, qui pourraient être détenues au moins 30 ans, voire à vie. Trois entreprises que nous pouvons acheter maintenant, ou lorsque l'occasion se présentera, et les conserver pendant une très très longue période. Mais alors attention, choisir trois actions seulement est un exercice redoutable. Sur plus de 50 000 entreprises cotées dans le monde, très peu méritent d'être conservées toute une vie. Mais alors trois, c'est presque impossible. Et pourtant, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter trois entreprises exceptionnelles que je considère personnellement comme des candidates sérieuses pour être détenues à très long terme, voire à vie. Alors, avant de vous dévoiler les trois actions que je considère comme détenables à vie, il est essentiel de comprendre mes critères de sélection. Car on ne choisit pas ce type d'entreprise au hasard. Il ne s'agit ni de paris, ni de spéculation, mais bien d'un processus rigoureux basé sur des fondamentaux solides. Alors voici mes 6 critères de sélection indispensables. Premièrement, l'entreprise doit posséder un avantage compétitif durable, c'est-à-dire une protection économique qui lui permet de résister à la concurrence pendant des décennies. Cet avantage peut être une marque iconique, un réseau mondial difficile à reproduire, des coûts ultra compétitifs, un effet de réseau ou tout simplement une position quasi monopolistique. L'objectif, c'est que l'entreprise soit difficile, voire impossible à déloger. Ensuite, notre entreprise doit avoir des revenus prédictibles et récurrents. Je veux des entreprises dont les flux de trésorerie sont prévisibles, stables et résistants au cycle économique. Et si leurs ventes résistent en période de crise, alors elles composent sur le long terme. Troisièmement, nous recherchons une gestion du capital exemplaire. L'entreprise doit être dirigée par des managers rationnels, disciplinés et obsédés par la création de valeur à long terme, pas par des effets d'annonce à court terme. Acquisition externe, rachat d'actions, versement d'un dividende, chaque dollar investi doit rapporter plus qu'il ne coûte. Quatrièmement, nous devons absolument obtenir une rentabilité élevée et surtout durable. Nous recherchons en fait une rentabilité élevée sur le capital investi, en scrutant les ratios comme le ROE ou le ROIC. Alors pourquoi ? Parce que sur 20 ou 30 ans, ce sont des entreprises qui composent le plus vite et écrasent la concurrence, surtout si elles parviennent à maintenir ces rentabilités sur le long terme. Cinquièmement, nos entreprises sélectionnées doivent faire preuve d'une certaine solidité financière. Cela peut se traduire par un faible endettement, un bilan solide ou tout simplement une trésorerie abondante. Et enfin, dernier critère, la capacité à réinvestir pour croître. Car une entreprise que l'on détient à vie doit encore disposer d'opportunités de croissance pour continuer à faire travailler votre capital à long terme. Bon, en résumé, je cherche des entreprises simples à comprendre, prévisibles, dominantes, rentables, bien gérées et taillées pour durer des décennies. Et détenir à vie ne veut pas dire aveuglément, ni acheter et oublier. Cela signifie posséder une machine à composer la valeur dont la structure, la culture et la discipline de capital rendent hautement probable une création de richesse prévisible et défensive sur des décennies. Alors attention, petit disclaimer, cette vidéo n'a pas vocation à être un conseil personnalisé en investissement. Ce n'est que mon opinion, basée sur mes recherches et ma propre expérience. À vous de faire vos propres analyses, ce que vous serez parfaitement capable de faire si vous suivez cette chaîne Page et Liberté. Sans plus attendre, regardons ensemble ces trois entreprises et essayons de comprendre pourquoi elles peuvent être de très bons choix d'investissement sur les 30 ans à venir. Et restez bien jusqu'à la fin car la troisième entreprise risque de vous surprendre. C'est probablement la moins connue du grand public, mais pourtant l'une des plus puissantes. Alors sans surprise, la première entreprise de cette sélection, c'est Berkshire Hathaway.
l'empire fondé et construit méthodiquement par Buffett et Munger. Alors, je ne vais pas m'étendre volontairement sur cette première entreprise car vous avez déjà une petite vidéo que je vous mets juste ici et qui raconte l'histoire et la stratégie utilisée par Buffett et Munger qui a propulsé une petite entreprise de textile en quasi-faillite vers un véritable chef-d'œuvre de capitalisme. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, laissez-moi vous expliquer pourquoi Berkshire Hathaway reste un choix de roi pour un investissement à vie. Berkshire Hathaway, c'est une architecture unique qui repose sur 3 piliers indépendants. Il y a d'abord un ensemble de compagnies d'assurance, comme National Indemnity Company, General Reassurance ou encore Geico. Ce premier pilier abrite le cœur invisible de Berkshire, le float, c'est-à-dire l'argent perçu entre le versement des primes d'assurance et le remboursement des sinistres. Ce flux de trésorerie constant coûte peu et finance d'autres actifs productifs. Résultat, c'est une source de financement quasi perpétuelle et bon marché qui dope année après année la valeur de l'entreprise. Le deuxième pilier constitue tout simplement les filiales opérées à 100%. Dans le lot, on y retrouve BNSF, Berkshire Energy ou encore Syscandy. Ces filiales apportent des profits récurrents, prévisibles et résilients, et ce même en période de crise. Elles constituent en fait une colonne vertébrale de la stabilité de Berkshire Hathaway. Et le troisième pilier, c'est un large portefeuille de titres cotés de grande qualité, comme par exemple Coca-Cola, American Express ou encore Apple. Ce portefeuille constitue en fait une exposition intelligente à des entreprises d'exception, sélectionnées avec patience et discipline. Ces 3 piliers apportent en fait une diversification économique réelle avec une excellente flexibilité du capital. Mais la réelle force de Berkshire Hathaway, c'est aussi qu'elle est ultra décentralisée opérationnellement, c'est-à-dire que les dirigeants de chaque filiale dirigent à 100%, mais elle est hyper centralisée capitalistiquement. Autrement dit, l'allocation de capital se décide au sommet, à la maison mère. Et le capital est affecté là où le rendement de long terme, ajusté au risque, est le meilleur. Cette architecture limite l'empire building, favorise la sélectivité et réduit les erreurs systémiques. Voilà pourquoi Berkshire Hathaway est dans ce top 3 aujourd'hui. Et je dirais même plus qu'il est à la première position, et de loin. La deuxième entreprise de ce classement, c'est Costco. On la présente souvent comme un simple distributeur, au même titre que Walmart, Target, ou encore comme nos équivalents français Auchan ou Intermarché. Mais en réalité, Costco est une entreprise radicalement différente, avec un modèle économique unique au monde. Déjà, les magasins Costco ne ressemblent pas du tout à des supermarchés classiques. Ce sont des clubs entrepôts, de grands hangars, sobres, sans marketing inutile, ni décoration superflue. Costco vend une sélection volontairement limitée de produits, mais toujours de qualité, et à un prix imbattable. De l'alimentaire, de l'électroménager, des produits d'hygiène, du mobilier, des montres de luxe, du carburant, des produits pharmaceutiques. On y trouve tout, mais sans floriture. Leur promesse est claire. Le meilleur prix du marché, point final. Mais la question évidente que tout investisseur se pose est la suivante. Comment Costco peut-il casser ses prix de manière aussi agressive tout en restant rentable ? Et la réponse est très simple. Costco refuse de gagner de l'argent sur le caddie des consommateurs. Mais alors qu'est-ce que fait Costco ? Par son économie d'échelle, l'entreprise achète d'énormes volumes de produits directement auprès des fabricants ou des fournisseurs, ce qui lui permet de négocier des prix extrêmement bas. Ensuite, elle revend ses produits quasiment au prix coûtant à ses clients, en appliquant volontairement des marges nulles. Résultat, en tant que consommateur, vous bénéficiez de prix imbattables, dignes d'un achat en gros, mais sans avoir à commander des palettes entières. Par exemple, au lieu de payer une brique de lait 2 $, vous la trouverez chez Costco à 50 cents, comme si vous en aviez acheté 1000 d'un coup. Mais en contrepartie, pour bénéficier de ces prix imbattables, il faut souscrire à un abonnement annuel. Un abonnement qui ne vous coûtera que 60 $ par an. Et c'est là que Costco commence réellement à gagner de l'argent. Si vous n'avez pas cet abonnement, vous ne pouvez pas accéder au magasin. Comprenez donc maintenant la force de Costco par rapport à ses concurrents, dont les marges sont indexées sur le niveau de consommation de leurs clients. Autrement dit, plus ils vendent, plus ils gagnent d'argent. Mais Costco, lui, n'a que faire des volumes qu'il vend à l'année. Car tant que ses clients restent fidèles, elle encaisse un bénéfice grâce à ses abonnements. Bénéfice qui est donc beaucoup plus prédictible et croissant au fil des années, car les clients Costco restent chez Costco pendant très longtemps. Pendant que Walmart ou Carrefour sont dépendants de leur volume de vente, Costco est payé avant même de vendre un seul produit. C'est en fait un modèle d'abonnement, comme Netflix ou Amazon Prime, mais appliqué à la grande distribution. Et grâce à ça, Costco dispose en fait d'un moteur auto-alimenté.
Plus il y a d'abonnés, plus les volumes sont hauts, et donc plus les prix sont bas, ce qui induit donc encore plus de fidélité de la part de ses clients, ce qui engendre donc mécaniquement une croissance durable. Et cette boucle vertueuse est très difficile à reproduire à l'échelle mondiale. Voilà pourquoi je considère Costco comme l'une de ces entreprises qui a de fortes chances de continuer à prospérer dans les 30 années à venir. Son modèle économique est indestructible et résiste aux crises. Ses revenus sont récurrents, prévisibles et croissants. Son avantage compétitif repose sur la confiance et la loyauté de ses membres. Elle renforce chaque année sa puissance grâce à l'effet d'échelle. Et très peu d'entreprises dans le monde peuvent rivaliser avec un tel modèle à long terme. Costco est selon moi l'exemple parfait d'une entreprise simple à comprendre, mais quasi impossible à reproduire. Tant que les gens voudront payer moins cher leurs courses, Costco prospérera. Et enfin, pour la dernière sélection du jour, je vous propose de changer de continent et d'aller de l'autre côté du Pacifique, en Chine précisément. Car il y a dans cette partie du monde une entreprise qui vend un produit bien spécifique, et qui est d'ailleurs consommé depuis plus de 2000 ans par les Chinois. Ce produit, c'est une boisson, une liqueur plus précisément. Une liqueur avec un taux d'alcool de plus de 50 degrés. Et cette boisson est fabriquée au cœur de la province montagneuse de Kyuzhou. C'est là-bas, dans un petit village nommé Muatai, que se trouve l'une des entreprises les plus extraordinaires du monde, Kueishu Mutai. Bon, pardon pour la prononciation. Cette boisson n'est pas un simple spiritueux. C'est un symbole culturel, un marqueur social et un objet de prestige profondément enraciné dans l'histoire chinoise. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le Mutai est entré dans la légende durant la longue marche de l'armée rouge dans les années 1930. Les soldats l'utilisèrent non seulement pour se réchauffer, mais aussi comme désinfectant pour soigner leurs blessures. Ensuite, après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le gouvernement décide de nationaliser les petits ateliers artisanaux et fusionne les distilleries de Mutai en 1951, ce qui donne naissance à l'usine d'État de Mutai, ancêtre de l'entreprise actuelle Kueishu Mutai. Et depuis, le Mutai est devenu la boisson officielle du Parti communiste chinois. L'alcool est servi lors des grands banquets d'État et elle est devenue le cadeau diplomatique par excellence. Même Richard Nixon aurait trinqué au Mutai lors de la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis en 1972. Mais ce qui est complètement fou, c'est que certaines bouteilles de Mutai se vendent à plus de 40 000 $ pièce aux enchères. C'est bien plus cher que les meilleurs whisky écossais ou encore les meilleurs cognacs français. Mais alors pourquoi une telle valeur ? Tout comme le champagne doit venir de France et le bourbon des États-Unis, ce spiritueux chinois ne peut être produit que dans le petit village de Gyuzhou, cette région dans les montagnes au sud de la Chine. Et dans cette région bien spécifique, il y a une composition de facteurs géographiques, climatiques et microbiologiques qui sont réunis uniquement dans la ville de Mutai. Et ces conditions ne peuvent pas être reproduites artificiellement, même avec la meilleure technologie. Malgré des centaines de milliards d'investissements, aucune autre région au monde n'a réussi à recréer ce territoire unique. Et en plus de ça, produire une bouteille de Mutai prend minimum 5 ans. D'abord, une seule céréale est autorisée, le sorgho rouge du Kyuzhou. Ensuite, 9 cycles de fermentation sont nécessaires, suivis de 7 distillations successives, avant de finir avec 3 ans de vieillissement en jarre d'argile. Résultat, la production est naturellement limitée, la demande est toujours supérieure à l'offre et les prix montent année après année. C'est en fait une boisson ultra premium et très rare. La production est bornée par le territoire et le procédé de fabrication est très long et complexe. Et en plus de ça, comme c'est une boisson ancrée culturellement en Chine depuis des millénaires, c'est selon moi un produit quasi immortel. Mais alors pourquoi Kueishu Mutai est une entreprise à détenir à vie ? Eh bien je pense que vous l'avez compris. Une marque iconique comparable à Hermès ou Ferrari, une fidélité client culturelle et émotionnelle, une rareté protégée par la géographie elle-même, un pricing power gigantesque, et enfin une croissance soutenue par la montée des classes aisées chinoises. Kueishu Mutai n'est pas juste une entreprise, c'est un monopole culturel, un actif stratégique de la Chine, et une machine à générer des marges exceptionnelles année après année. Bon alors tout ça c'est bien beau, c'est très intéressant, mais soyons concrets. Parlons un peu chiffres. Je me suis posé une question simple. Et si nous avions investi il y a 20 ans dans un portefeuille composé uniquement de ces 3 entreprises ? Berkshire Hathaway, Costco et Kueishu Mutai pondérés à parts égales. 33% sur Berkshire, 33% sur Costco et 33% sur Mutai. Eh bien, accrochez-vous. Depuis 2006, ce portefeuille aurait généré un rendement moyen de 19,6% par an. À titre de comparaison, le S&P 500 n'a délivré que 10,7% par an sur la même période.
Concrètement, 10 000 $ investis en 2006, dans ce portefeuille, 3 entreprises à vie, vaudraient aujourd'hui presque 350 000 $. Parallèlement, ces mêmes 10 000 $ placés il y a 20 ans sur le S&P 500 vaudraient à peine 75 000 $. La différence est énorme, et c'est l'effet de la qualité, du temps et de la composition. Alors je vous vois venir. Vous pourriez légitimement me dire que c'est facile de trouver ces entreprises en regardant dans le rétroviseur. Mais il faut maintenant regarder le pare-brise. Il est vrai que les performances passées ne présagent en aucun cas des performances futures. En théorie, c'est totalement vrai. Mais dans la pratique, avec ce genre d'entreprise ayant un fort avantage compétitif durable, eh bien c'est très souvent faux. Voilà pourquoi vous devez impérativement essayer de trouver ce genre d'entreprise pour votre portefeuille. Mais soyons clairs, avant de terminer, quelques avertissements importants. Premièrement, encore une fois, ce n'est pas un conseil personnalisé en investissement. Ce n'est que ma sélection personnelle. Ensuite, je n'ai volontairement pas analysé ici les états financiers de ces entreprises. Chose que vous devez impérativement faire en plus de la lecture approfondie du rapport annuel avant de prendre une quelconque décision d'investissement. Et ensuite, comme toutes les entreprises au monde, ces 3-là ne sont pas parfaites. Berkshire Hathaway devra prouver sa solidité financière dans l'ère post-Buffett sous Greg Abel. Costco peut faire face à des limites d'expansion internationale dans certaines régions du monde. Et Koishu Mutai évolue sous forte influence de l'État chinois, qui reste malheureusement son actionnaire majoritaire. Et surtout, ce n'est pas parce que vous considérez ces entreprises comme exceptionnelles qu'il faut les acheter à n'importe quel prix. Vous devez vous assurer que le prix proposé par monsieur le marché est largement inférieur à la valeur intrinsèque de ces entreprises. Rappelez-vous de cela, même les meilleures entreprises deviennent de mauvais investissements si on les paie trop cher. Mais pour faire tout ce travail, je vous renvoie sur mes 3 dernières vidéos en description qui résument les livres de Peter Lynch, Warren Buffett et Benjamin Graham et qui peuvent vous donner des bases solides pour démarrer. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel serait votre trio gagnant à conserver pour le restant de vos jours. Chers investisseurs, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne Page et Liberté.